RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste. Bonjour. Ça y est, on l'a, la gauche la plus bête du monde. Elle est chez nous. Elle est chez nous, la gauche la plus bête du monde. Bonne question. Je suis comme vous, je suis inquiet, mais j'espère qu'on va éviter ce drame. Parce qu'on a tout pour gagner si on s'unit. Vous savez que s'il y a un seul candidat, il y a des sondeurs qui ont dit qu'on était entre 26,5 et 31,5, on est en tête au premier tour. Et Hamon et Mélenchon vont pas rater ça. On peut pas imaginer qu'ils se disputent comme dans une cour de récréation. Ils sont en train de le faire, ils sont en train de le rater. J'ai entendu, il y a une histoire de corbillard, de croque-mort. Enfin, ça c'est pas la hauteur. On est dans une situation historique aujourd'hui. C'est la question du Front populaire. On a Le Pen et le fascisme qui menacent d'un côté, et on a Fillon. Alors Fillon, c'est un cas étrange. Il est dur avec les faibles et faible avec lui-même. Il est contre les assistés. Non, on va y revenir sur Fillon, mais Hamon-Mélenchon. Je peux pas m'empêcher de cogner la droite quand même au passage. Bien sûr, mais on va y revenir. Rassurez-vous, on a le temps. Mais Hamon-Mélenchon, vous dites, c'est un moment historique. C'est un moment historique, ouais. Et ces deux candidats ne sont pas à la hauteur justement de ce rendez-vous historique. Je dis qu'ils vont l'être parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Oui, mais il y a une obligation de résultat. Se retirer au profit de l'autre. Mais il va y avoir des gens dans les meetings des uns et des autres qui vont venir avec une banderole unité. Je reçois les lettres et les messages qui viennent d'un petit peu partout. Les gens disent comment peuvent-ils éviter de se rencontrer, de discuter. Ça fait 3 semaines. Il était prévu que ça soit dès le 30 janvier. Et ensuite, Mélenchon a écrit une lettre. Il faut répondre à la lettre. Et ensuite, il faut se rencontrer. Benoît Hamon n'a pas répondu à la lettre. Mais il va répondre. Il met du temps quand même. Oui, c'est maintenant on n'écrit plus beaucoup. C'est impossible de ne pas répondre quand on vous écrit. Même moi, à l'époque, avant j'avais écrit, il m'avait répondu, donc ça doit se faire. Mais répondre quoi? Parce que moi, ce que je comprends pas. Oui, je veux bien aborder le fond. Quel des deux qui doit je veux bien aborder sur le fond. Je veux bien aborder sur le fond. D'abord, on me dit il y a des points de désaccord. En fait, Mélenchon a quand même dit que nos positions étaient voisines. Il faut retenir les mots qui rapprochent et écarter ceux qui divisent. Il faut prendre les 5, 6, 7 ou 8 thèmes qu'il y a de commun. Il faut pas prétendre que tout le monde sera d'accord. C'est pas comme ça que s'est fait le Front populaire. On cherche les points d'accord, on écarte les points de désaccord. Et ensuite, prenons les uns après les autres. Par exemple, l'Europe. Alors, il y a, chez Mélenchon, vous savez comme moi, il y a un plan A, il y a un plan B. J'ai écouté Piketty l'autre jour sur France Inter qui disait, mais pour moi aussi, il y a un plan A, il y a un plan B, sauf que Jean-Luc, il insiste plus sur le plan B et moi plus sur le plan A. Je me suis dit, mais on va pas se disputer longtemps comme ça. Parce qu'on sait très bien que si on demande un nouveau traité démocratique pour gérer l'euro au lieu de le faire gérer par la Banque Centrale Européenne et par Monsieur Schäuble, on sait très bien qu'on va se heurter au plan A et donc il y aura des problèmes de plan B et qu'en fait c'est une question de diplomatie, de rythme et de volonté de bataille. Bon, voilà peut-être un point qui peut être à mon avis réglé. On va prendre la deuxième chose. Depuis quelques jours, il y a des gens qui disent mais Benoît Hamon veut pas abroger la loi El Khomri. Alors ce matin, Mathieu Hanotin a été obligé de le redire parce que ça fait 4 jours qu'il y a des gens qui veulent pas l'unité, qui disent oh, non, il veut pas abroger la loi. Non, il veut pas abroger la loi. Alors on dit on va abroger la loi. D'ailleurs, s'il abrogeait pas la loi, je soutiendrai pas parce que c'est une question tellement fondamentale de l'année dernière. Oui, bien entendu. Oui, mais attendez, après, on va prendre 2 ou 3 autres questions si vous voulez, parce que si on les prend sur le partage des richesses, ils ont tous les deux qui dit qu'ils voulaient augmenter le revenu universel. Mélenchon n'est pas d'accord sur le revenu universel. Vous avez bien entendu que Benoît Hamon sur le revenu universel dit je me bats pour une première étape qui consiste à faire, c'est très important, pas du tout, qui consiste à dire que pour les jeunes entre 18 et 25 ans, il y aura l'allocation d'autonomie sans condition de ressources. Et évidemment, tout le monde est pour. Donc là, c'est la seule chose qu'on pourra faire en un quinquennat. Monsieur, en un quinquennat, c'est la seule chose qui pourrait être faite, sera déjà énorme. Alors, ne parlons pas des choses qui devraient être faites en 2030 vous faites la démonstration puisqu'on veut gouverner entre 2017 et 2022. Alors, vous êtes en train de faire la démonstration que ils sont plus proches finalement qu'on pourrait bien le faire croire. Mais il faut, pour que ça marche, que l'un se retire au profit de l'autre. Alors qui? Je vais vous dire, il y a trois choses à faire ensemble. La première chose, c'est de te mettre d'accord quand même sur un programme. D'accord, parce que si on n'a pas le programme, il n'y a pas de confiance. Bien sûr. Bon, voilà. Donc, faut dire, pour ça, faut qu'il y ait une volonté. Et d'ailleurs, je suis content que Benoît Hamon soit allé au Portugal. Ça va approcher ma réponse. Parce qu'au Portugal, ils ont fait le programme en 72 heures. Ouais. Ils se battaient entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste depuis 40 ans. Puis la révolution des œillets. Et avec le bloc de gauche, qui était à peu près l'équivalent de Mélenchon de la même façon. Et en 72 heures, ils se sont mis d'accord, ils ont fait un programme commun. Et tout le monde constate que ça marche, que l'Europe est embêtée pour les contrer et que font quand même des pas. Bon.
Alors voilà, le problème, le programme. Le deuxième, faut avoir un accord. Je vais vous répondre complètement. Le deuxième, faut avoir un accord sur les candidats, c'est vrai. Il a pas totalement tort, Mélenchon. C'est pas une question de tête, mais il faut que ça soit des candidats après à l'Assemblée qui soient labellisés en soutien au programme. Donc il faut que Hamon je vais vous rendre l'exemple. ne reprenne pas tous les députés qui ont voté la loi travail. Oui, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Prenons le cas de Madame El Khomri. Moi, j'étais contre qu'elle se présente. Elle est passée de justesse à 3 voix d'avance. Candidat dans le 18e arrondissement. Et moi, je serais plutôt candidat contre elle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, en vérité, pour le cas de Madame El Khomri, qu'est-ce qui se passera? Il y aura un label soutien au gouvernement Hamon, Mélenchon, Jadot, Pierre Laurent. Il y aura un label. Les candidats devront, pour se présenter, soutenir le gouvernement, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Madame El Khomri? Elle va distribuer des tracts pour abroger la loi El Khomri. Bonne chance. Parce qu'elle n'aura pas un grand succès dans le 18e. Socialistes. Non, c'est le problème de tout le monde, puisque Jean-Luc l'a posé. Oui. Il a dit, écoutez, il faut résoudre le problème de la majorité après. Et moi, je donne la réponse pour résoudre le problème de la majorité. Dès qu'il y aura un partage des circonscriptions, chacun des groupes, les Verts, le parti de gauche, le parti communiste sera respecté. Mais il faut, monsieur, quand on veut l'unité, il faut pas reculer devant les efforts. Vous appelez ça tambouille. Moi, je préfère qu'on mange dans une cantine commune plutôt qu'on fasse la tambouille chacun dans son coin. Mais vous n'avez pas répondu toujours à ma question. Je vais la reposer une troisième fois. Je connais la question. Parce que c'est la question la plus importante. Il n'y a qu'un seul président, il n'y en a pas deux. Et je vais vous dire mon opinion personnelle, en disant les personnels. Parce que moi, je suis pas faiseur de roi. Je suis incapable de dire à Benoît ou à Jean-Luc, voilà comment ça doit se faire. Et je vais donc vous donner mon opinion personnelle. Pour moi, c'est Benoît Hamon, président, et c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. D'accord. Parce que comme on dit les choses clairement, faut mieux se les dire clairement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? On est tous pour la 6e République. On est contre le pouvoir personnel. On est contre le fait que le président doit décider de tout. Et donc, en vérité, ce qu'il faut faire, c'est un deal qui soit clair du point de vue de la gestion et de la co-gestion. Benoît Hamon a utilisé le mot covoiturage. N'est-ce pas? Eh ben, je suis pour le covoiturage. Et je suis pour que ça soit annoncé avant. De façon à ce que tout le monde sache qui va faire quoi. Et c'est pour ça que la question de la majorité, je vous ai répondu avant. Parce que la majorité au Parlement, avec le président, c'est lui qui conduit la politique, et le président a des pouvoirs. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à s'entendre. Et j'aime bien cette expression, condamné à s'entendre. Caroline, Jacques, cette idée, donc, à mon président, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, le tandem, il peut fonctionner, Jacques? Non, mais avant d'arriver à ce tandem, mais pourquoi? Ah bah, c'est vous qui m'avez posé la question. Vous voulez que je réponde à ça d'abord? Non, mais moi, je vais Moi, je pense que la dernière des questions. Mais moi, c'est pas ma question. Pourquoi il n'y a pas d'initiative, à la limite pour faire un programme commun, il pourrait, au niveau du Parti Socialiste, Cambadélis et tout le Bureau National, d'inviter une délégation de Mélenchon et de se mettre au travail. Vous avez bien remarqué que Cambadélis n'est pas pour. Ah bah alors c'est votre chef. Mais oui, mais c'est notre chef, Mais il a été battu, monsieur. Je comprends bien. Il a été battu par qui? Il a été battu par à peu près 1 200 000 voix dans les primaires. Il soutenait mais non, pas du tout. Il faut qu'il fasse la campagne de Benoît Hamon. Et c'est pas Benoît, c'est pas Cambadélis. C'est ça, c'est la vision de Gérard Filoche, c'est le Parti Socialiste, mais c'est la frange qui reste quand t'as coupé tout ce qui va du côté à Macron. Je suis pour l'unité, moi, du Parti Socialiste. Je suis en train de vous dire le contraire. Je suis en train de vous dire qu'il faut que Cambadélis respecte le vote de la majorité. Il l'avait dit avant. Il faut absolument que tous les candidats, monsieur, absolument que tous les candidats à la primaire, c'est Cambadélis qui l'a dit 100 fois, que tous les candidats à la primaire respectent le vote de la primaire. Donc ça s'impose à lui. Donc c'est bien Benoît qui dirige la campagne. Il n'y a rien de tordu. C'est tordu. Simplement, Hamon, il a été Hamon, il a été élu contre François Hollande et le bilan de François Hollande. Il a été élu parce qu'il disait... Oui, bien sûr. Les gens voulaient plus du bilan de Hollande, de Macron. Jean-Christophe Cambadélis, les ministres, le gouvernement actuel ne peuvent pas soutenir Hamon. Sinon, ils sont dans un déni de même. J'ai entendu que Stéphane Le Foll, à ma grande surprise, disait ce matin, je crois que c'est chez vous, qu'il hésitait entre... mais je comprends pas, il est socialiste. Mais il va pas soutenir Hamon qui il était pour des primaires où il disait il faut que tout le monde se plie à celui qui va gagner. Et lui, il est ministre et porte-parole du gouvernement, il le fait pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est peut-être fidèle à lui-même. Mais écoutez, c'est pas à ses propos. Puisqu'il était pour l'organisation des primaires, et il a dit celui qui a gagné les primaires, on doit le soutenir. Il ne pensait pas que c'était Hamon qui gagnait. En fait, c'est mais écoutez, monsieur, cette question-là est hors sujet. La question, c'est qu'il s'est engagé à soutenir le candidat qui gagnait les primaires, Stéphane Le Foll. Mais c'est un candidat qui les a critiqués. Mais il doit tenir son propre parole. Alors vous soutenez les gens qui vous critiquent, vous. Alors écoutez, excusez-moi. Moi, je cotise au Parti Socialiste depuis 22 ans, pourtant je suis minoritaire.
Je m'exprime, je critique, mais je me bats pour que ce parti se transforme. Je me bats pour que ça se passe comme dans le Labour Party, qu'il ait un jour 500 000 membres, que ça soit comme Jeremy Corbyn. Je me bats pour qu'il penche à gauche et qu'il soit sauvé de la ligne sociale, libérale. Mais attendez, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais dit Hollande se présentera pas. La dernière, je l'ai dit pendant un an. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai dit si c'est Valls, il sera battu. Bon, donc en vérité, accordez-moi quelques crédits d'autorité. Donc Hamon peut gagner. Mais je vais vous dire, il va gagner. Il va gagner Hamon. Oui, bien sûr. Hamon président. Mais bien sûr, mais vous allez voir, d'abord Macron s'effondre déjà, ça c'était prévu. Parce que vous m'avez dit aussi la dernière fois, mais il y a du monde dans ces salles. Dans ces salles, maintenant tout le monde commence à rigoler. Elles sont en partie vides. C'est fini le prédicateur Macron, je vous l'annonce. Il y a eu un seul meeting. Après, je vais vous dire. C'est vrai que celui de Hamon, il y avait plus de monde dans la salle de Hamon, il y avait un grand sous. Je vais vous dire d'abord, je crois que Benoît a raison de pouvoir faire une campagne de grand meeting, de pouvoir faire une campagne de terrain. Ça l'arrange. D'aller là où non, c'est bien. C'est important d'aller dans les hôpitaux où il y a des infirmiers qui se suicident. C'est important d'aller à Whirlpool où il y a des licenciements boursiers pour rien. C'est important d'aller voir les chauffeurs Uber parce que ceux-ci sont en train de se battre pour avoir un contrat de travail. On a l'impression que Benoît Hamon, c'est là qu'est la vraie vie. Il parle plus à Yannick Jadot qu'aux Français. Mais c'est là qu'est la vraie vie, monsieur. C'est là où il y a les salariés, c'est là où il y a ceux qui produisent des richesses. Il suffit pas d'aller les voir, il faut trouver des solutions. Sinon, ça s'appelle la solution dans le programme d'Hamon. Il y a l'augmentation du SMIC. Il y a l'augmentation des minima sociaux de 10%, les minima sociaux et du SMIC de 10%. Il y a les éléments de réponse pour les salariés, puisqu'il y a l'abrogation de la loi El Khomri. Et la loi El Khomri, ça va améliorer le sort des salariés. La loi El Khomri, c'est du bonheur pour les salariés que de la couper, de la casser, de l'enlever. Elle n'est même pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Mais monsieur, même dans vos locaux, il va plus y avoir de vestiaires. Parce que la loi El Khomri supprime les vestiaires. Parce qu'elle permet à nouveau qu'on travaille qu'on mange sur le temps de travail. Même partout, vous allez voir les choses se dégrader. Il faut l'arrêter, la loi El Khomri. C'est la loi la plus scélérate de l'histoire de la gauche contre 100 ans de code du travail. C'est pas une loi scélérate. Ah oui, elle est pire que scélérate. Mais retirez ce mot. Mais non, je ne retire pas. C'est une loi scandaleuse. Elle s'attaque au fondement du droit du travail. Le droit du travail, je vais vous le dire, monsieur. Le droit du travail, c'est le fait que les entreprises se subordonnent aux droits de l'homme. La loi El Khomri, c'est que les droits de l'homme se subordonnent à l'entreprise. Oh, les droits de l'homme sont menacés par le travail. Bien sûr, monsieur. Vous avez 417 morts l'année dernière au travail, monsieur. À cause de la loi travail. Mais parce qu'il n'y a pas de protection suffisante. Enfin, non, mais c'est un mensonge. Mais parce que les accidents du travail, ils sont déjà le fait que le droit du travail n'est pas assez appliqué. Et vous avez une loi qui va le déstructurer. Donc je vous dis ce qui va se passer. Les accidents vont augmenter. Mais bien entendu. De la même façon que la précarité va augmenter. De la même façon que les salaires vont baisser. Qu'elle baisse les heures supplémentaires. Donc je vous dis, cette loi scélérate, faut l'abroger. C'est une question vitale. 3,5 millions de personnes ont manifesté l'année dernière. Il y a eu 14 manifestations contre la loi El Khomri. Et les deux sont d'accord, Mélenchon et Hamon. Alors justement, Gérard Philloche, vous dites Benoît Hamon président, il va gagner, Jean-Luc Mélenchon premier, sauf que la France est à droite. Quand on regarde... Non, c'est pas vrai. Mais si, la France est de gauche. Ah bon? Oui, mais je l'ai toujours dit, je vous le redis encore. La France, c'est le salariat, c'est ceux qui produisent les richesses. Et la gauche, je vais vous dire, même dans le Parti socialiste en défaite au régional, il y avait encore 6 millions de voix pour les socialistes. Il y avait des millions d'abstentions. L'abstention, elle est à gauche aujourd'hui. Si vous voulez faire revenir l'abstention, il faut l'unité Mélenchon-Hamon. Il faut qu'il y ait une dynamique unitaire. C'est ça qui va lever les abstentionnistes. Alors je sais que chaque côté, il y a des gens qui veulent pas, qui disent c'est utopiste, vous n'y arriverez pas. Mais tout le monde est utopiste. Même en 1934, les gens disaient vous n'arriverez jamais à mettre d'accord Blum et Cachin. Et pourtant, les égaux. Excusez-moi, Cachin n'était pas au gouvernement, faut le rappeler. Enfin, écoutez, c'était la question de l'accord du Front populaire. Comme au Portugal. La question de l'accord du Front populaire. Au Portugal, les communistes sont pas au gouvernement. Mais je vais vous dire, je vais vous rajouter quelque chose. Moi, je suis pour qu'en France, ils soient au gouvernement tous. Je suis pour un gouvernement Hamon, Jadot, Mélenchon et Laurent. Je le dis dans l'ordre alphabétique. Laurent, Mélenchon, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le problème, c'est que vous oubliez une partie de l'électorat socialiste en disant ça. Mais au contraire, qu'est-ce que vous croyez l'électorat socialiste? S'il y a l'unité, il dira c'est bien mieux que Valls. Parce que Valls, il nous avait fait un gouvernement rikiki. Il avait même viré les Verts, il avait viré Hamon, il avait viré Montebourg. À la fin, il n'y avait plus personne. Il avait même viré Taubira. Alors, le gouvernement Valls, c'était rien. Parce qu'on sait très bien que la réalité du pouvoir fera une fois de plus que Hamon ne pourra pas appliquer son programme, ni le revenu universel qui coûte 350 milliards. J'entends l'argument. La légalisation du cannabis qui ne rassemble pas une majorité de Français. C'est pas le cannabis que ça va jouer. Permettez-moi de vous dire que
que ça va jouer sur les salaires, les richesses, les retraites, la réforme fiscale, la réforme bancaire et la question de l'Europe. Permettez-moi de vous dire que ça va jouer sur le fait c'est pas avec le Portugal et la Grèce que Benoît Hamon il va faire piller l'Europe. Enfin, le Portugal, ils ont quand même avancé. C'est les plus petits pays de l'Europe. Oui, peut-être. Le Portugal, par rapport à la droite, excusez-moi, ils ont pas tellement leur politique n'a pas tellement changé. Bonne question. Je vais vous dire ce qui se passe au Portugal. C'est les socialistes ils sont en train de marcher vers les 35. Ils sont en train de marcher vers les 35 heures. Ils recrutent des fonctionnaires alors que M. Fillon veut en supprimer 500 000. Ils sont en train de restaurer du droit du travail. Ils sont en train de faire toute une série de mesures sociales que même l'Europe n'arrive pas à dénoncer ni à critiquer. Et quand vous me parlez de ces pays, ils accueillent tous les Français qui ne veulent pas payer l'ISF, aussi les socialistes portugais. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. C'est d'abord les Français qui ont accueilli 900 000 Portugais sous la dictature. Mais en vérité, aujourd'hui, les pays, vous additionnez le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et puis la France, mais vous avez une majorité face à Madame Merkel. C'est pour ça que c'est intelligent non, ça de marche dire. Pas comme ça. C'est pour ça que c'est intelligent. C'est pas les canards boiteux de l'Europe qui vont faire changer l'Europe. C'est pas les canards boiteux. La Grèce n'est pas un canard boiteux. Les Grecs qui sont des canards boiteux. Allez leur dire. Les yeux dans les yeux. Les responsables politiques grecs, oui. Parce que je vais vous dire eux qui ont plongé leur pays dans Monsieur Chobol, il vient d'exiger 7 milliards de plus contre les Grecs pour des banques fantômes qui dans le monde entier pillent et ne donnent rien aux humains. Vous défendiez, ce qu'ont fait les responsables politiques grecs pendant des années. C'est d'abord les Grecs qui sont des fraudeurs fiscaux. Les Allemands, on a annulé 50% de leur dette en 1953. Ça a été signé. Oui, d'accord, mais c'était quoi? Ils devaient 80 milliards à la Grèce, ils les ont jamais payés à cause de ça. Et alors, ils veulent pas que la Grèce annule sa dette. Les Grecs filoches, vous le savez très bien, ils paieront pas. Mais si vous étiez grec et en retraite, vous êtes en retraite, je vais vous dire, c'est la quatrième fois qu'ils baissent les retraites en Grèce. La quatrième fois. Donc c'est intolérable. Et par conséquent, le une modèle, majorité des peuples. La Grèce, le Portugal, la France ensemble. le dit très bien, Hamon le dit très bien, et Mélenchon aussi. Et on peut le dire en commun. C'est nécessaire qu'on le dise en commun si on veut gagner. L'unité est facteur de réussite, de dynamique et de victoire. Gérard Filoche, vous restez avec nous, suite du Grand Oral dans un instant. Les GG, et c'est l'heure du Grand Oral avec Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste. Et il nous l'a dit, Gérard Filoche, le tandem, le covoiturage idéal pour la présidentielle, c'est que ce soit Benoît Hamon qui tienne le volant et sur le siège passager, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous avez dit, c'est Benoît Hamon président et Jean-Luc Mélenchon. Le covoiturage, on peut changer, mais là, c'est président et Premier ministre. Et j'ai dit que c'était mon opinion personnelle, c'est pas moi qui faisais les rois, et que je voulais d'abord qu'il y ait un programme commun de gouvernement et qu'il y ait des garanties avec une majorité parlementaire. J'ai vu le redire comme ça. Le passager, il tient la carte aussi, des fois. Le passager, il tient la carte. Et bien sûr. C'est que le covoiturage, on fait du covoiturage. Et je dis ça pour qu'il y ait un accord, pas pour qu'il y en ait un qui l'emporte sur l'autre. Non, personne ne se ralliera à personne. Personne ne l'emportera sur l'autre. Tout le monde doit se respecter. Donc il n'y a jamais d'accord. Vous pensez qu'en moins de 2 mois, ça va être possible? Il ne peut pas y avoir de préalable pour un accord. Il faut le faire un deal global. Et le deal global doit importer le programme commun, le partage au niveau du gouvernement. Et donc je suis pour un gouvernement Hamon, Jadot, Laurent, Mélenchon. Et puis une assemblée qui corresponde à ça avec des candidats labellisés. Oui, c'est votre opinion, mais vous pensez réellement que c'est crédible, qu'ils vont pouvoir s'entendre à moins de 2 mois de l'élection? Mais c'est impossible. Rien d'autre n'est crédible. Mélenchon n'acceptera jamais d'être Premier ministre. Mais s'il ne le fait pas, il perd. Et si Hamon ne le fait pas, il perd. Donc ça fera 12, 4 et 2. Mais attendez, personne ne peut dire ça publiquement. Il y a des millions de gens qui attendent. Ils veulent pas du trio des candidats du fric. Parce que la gauche, le trio des candidats du fric en face. Le trio des candidats du fric en face. C'est Fillon, Le Pen, Macron. Voilà, où on a ce trio-là infernal. C'est le trio candidat du fric. Oui, c'est très démago de dire ça. Fillon, c'est celui qui se met 1,5 million dans les fouilles en disant... En travaillant écoutez, c'est pour sa femme, ses enfants. Quand il y a une suppléante, elle touche que 600 € par mois. Quand c'est sa femme, elle coûte 10 000 €. Ok, mais il n'est pas mis en examen encore. Moralement, on est bien d'accord sur l'image et Corneille. De toute façon, s'il était mis en examen, il résisterait, alors qu'il a dit le contraire. Il se contredit tout le temps. J'ai dit, il est dur avec les faibles, mais faible avec lui-même. François Fillon, parlons-en. Parce qu'il a quand même fait un virage en ce qui concerne ses mesures pour la sécu et la santé. Il dit par exemple qu'aujourd'hui, il faut rembourser de nouvelles prestations et notamment la prise en charge à 100% par la sécu des lunettes pour les enfants. Il veut créer aussi une consultation préventive chez le médecin. On irait chez le médecin tous les 2 ans, ça serait gratuit pour cette consultation préventive. Vous applaudissez ce virage qui devrait aller plutôt dans votre sens? Tout ça, monsieur, en économisant 100 milliards et en baissant les cotisations sociales. Sécu, il a dit 20 milliards. Ouais, c'est ça, donc les cotisations sociales. On va économiser 20 milliards et on va rembourser les lunettes. Expliquez-moi ça.
Parce que là, moi, je suis un réaliste, moi. Je sais que les cotisations sociales, toujours. Les cotisations sociales, avec le budget de la protection sociale, c'est 450 milliards. C'est celui qui a le moins de déficit. Celui qui marche le mieux. Il est trop serré. Il faudra le desserrer, justement. Il faudra qu'il y ait plus d'embauches dans les hôpitaux et qu'il y ait plus de remboursement. Alors, et maintenant, il nous dit, attendez, je vais drastique, je vais enlever 20 milliards et je vais payer les lunettes. Je ne le crois pas. Pas plus que je le crois sur tout le reste, Fillon. Il se contredit de jour en jour. Donc, je ne vais pas le croire sur la Sécu. Puis sur la Sécu, je vais vous donner ma position. Il faut arrêter le millefeuille des complémentaires, des prévoyances, des assurances, et puis des mutuelles. Il y a 1100 mutuelles en France, c'est très socialiste, ces mutuelles. Oui, mais il y en a 1100, elles ont plus la fonction des mutuelles d'antan. La seule grande mutuelle, c'est la sécurité sociale. En fait, tout le monde devrait y cotiser. Il devrait plus y avoir de RSI. Plus de régimes spéciaux. Mais oui, parce que la Sécu rembourse, ça serait plus facile. Il faudrait des économies de gestion. Mais il y en a plein qui n'ont pas envie d'être dans la Sécu, qui trouvent que la Sécu, c'est mal géré. Ne dites pas ça des artisans, monsieur. Parce que les artisans, ils se plaignent du RSI tous les jours. Et moi, je suis pour la suppression du RSI. Parce que c'était après la Seconde Guerre mondiale, les artisans disaient non, je veux pas être à la Sécu, je veux pas être à la Sécu. Finalement, à l'époque, ils étaient 45%. Maintenant, les indépendants, ils sont plus que 7%. C'est le salariat qui a gagné partout. Il y a 93% des actifs sont salariés, d'où le succès de la Sécu. C'est pour ça que maintenant, il faut une grande Sécu. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est un peu le contraire de Monsieur Fillon. Jacques. Ah pardon, c'est bien la Sécu, ils en parlent ce matin. Donc ils en parlent ce matin, donc on est en pleine actualité. Et la Sécu, c'est une question tellement vitale pour les Français. Question de Emmanuel Macron la semaine dernière était en Algérie. Il a dit que la colonisation en Algérie avait été un crime contre l'humanité. Vous partagez ce point de vue? Écoutez, il a dit le contraire quand il était en France avant. Non mais et alors je le vois à Toulon levant les bras disant je vous ai compris. Au pied noir, c'est vachement. Il est fabuleux ce gars-là comme prédicateur. On peut pas inventer mieux. Je vais vous dire, oui, la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous êtes d'accord avec lui? Voilà, Sétif, Madagascar, avec lui ou pas avec lui. J'ai pas attendu qu'il le dise pour le savoir. Lui, ça fait 50 ans que je milite et je commençais à militer. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans à la fin de la guerre d'Algérie. Quand il était en Algérie, voilà. Mais il avait quand même. Et le problème, c'est quoi? C'est que c'est un problème d'historien maintenant. Ça n'est pas un problème qui débouche sur des condamnations ou des recherches quelconques. Il n'y a pas de problème d'excuses. Certains disent que le président français, quel qu'il soit, devrait s'excuser. Moi, je suis pour que le peuple algérien et le peuple français soient le plus intime possible et qu'on guérisse évidemment ce qui ressort de cette guerre atroce qui a été menée par des colonisateurs qui ont massacré. Et ça fait du tort à tout le monde puisqu'on a eu une émigration de pieds noirs qui a souffert, une émigration de harkis qui a souffert, comme toutes les guerres. Ça a été une tragédie. Donc il est vrai que maintenant, on le regarde avec des yeux d'historien, puis en fait, il faut apaiser tout ça. Mais ça n'empêche pas le jugement politique sur l'origine de la colonisation, qui ne concerne pas que l'Algérie d'ailleurs, qui concerne aussi l'Afrique. Et il y a des points communs pour toutes les colonisations dans le monde entier. Je ne vais pas vous parler de la colonisation portugaise ou autre, mais toutes ont les mêmes caractéristiques qui ont freiné le développement des pays, qui ont pillé les richesses et qui ont été quelque part dans le retard économique des pays concernés. Est-ce qu'il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans? Et la majorité civique, monsieur. Parce que là, c'est le pire de Fillon. Le gars qui s'auto-amnistie en quelque part, même si je suis en mini-examen, je vais continuer à faire président. Le gars, il dit, mais non, je veux sanctionner les jeunes quand ils ont 16 ans, s'ils cassent quelque chose. Mais je veux pas leur donner de droit en échange. Alors, ils n'ont pas de droit, ils ont droit qu'à la sanction. S'il y a un abaissement sur le plan pénal, il doit y avoir un abaissement sur le plan civique avec le droit de vote qui va avec. Les deux vont de pair. Alors, je reviens au programme commun. Je vous en prie. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir vraiment une réunion, une délégation du PS, une délégation des écolos, une délégation du parti de gauche, et on commence. C'est comme ça s'est passé avec François Mitterrand, Pierre Mauroy et compagnie. Mais monsieur Maillot, je suis 1000 fois pour ça. Je suis pour que Jadot, Mélenchon et Hamon se rencontrent. J'avais même dit en blaguant, mais évidemment, j'ai dit qu'il faut qu'ils soient 72 heures dans une même pièce, et à la fin, on voit la fumée blanche. Parce que je suis pour un accord. Et donc, je suis absolument pour qu'ils se rencontrent, parce que ça se discute, ça se travaille, le contenu d'un programme commun. Il faut mettre sur la table. Il y a déjà des gens qui ont travaillé, il y a des trucs qui circulent, où on voit ce qu'il y a de comparable, ce qu'il y a de différent. Et comme ça, on choisira ce qu'on peut pas mettre d'accord, puis on trouvera tous les points d'accord que j'ai déjà énumérés tout à l'heure, sur les questions de l'Europe, du partage des richesses, des salaires, du droit du travail, de l'abrogation de la loi des communs, etc. Et donc, pendant 72 heures, ça peut se faire. D'accord, mais comment s'appellerait cette alliance? Tiens, si jamais tout le monde se retrouve. Populaire. Non, la belle alliance populaire, ni belle, ni alliance, ni populaire. D'accord, mais là, comment est-ce que ça s'appellerait? Non, je ne sais pas, moi. Je suis pour unité de la gauche unie. Voilà, qu'on dise clairement. Mais il faut trouver un nom comme la gauche plurielle, c'était très bien, gauche unie. C'est pas moi qui vais faire ça. Moi, je suis un modeste soutien du candidat Hamon dans ça. Et comme je le soutiens, je donne aussi mon idée, parce que sinon, j'aurais rien à lui apporter si je donnais pas mon idée. Le problème, c'est que votre
notre modèle de gauche est une modèle d'opposition. C'est Jeremy Corbyn qui est dans l'opposition en Grande-Bretagne, c'est Podemos qui est dans l'opposition en Espagne. Et le Portugal, c'est une gauche au gouvernement. C'est une gauche qui n'arrive pas au pouvoir. Le gouvernement, c'est cuit, il est tombé au pouvoir. À l'exception du Portugal. Mais où Hamon est allé exprès là-bas. En France, la gauche est très rarement au pouvoir. Elle arrive au pouvoir souvent dans des conditions un peu particulières, historiques. Le Front populaire, 1981 ou 2012 sur le rejet de Nicolas Sarkozy. Avec ce que vous proposez, on a l'impression que la gauche se prépare à de très longues années d'opposition. Mais c'est peut-être ça le but recherché. Je suis en train de vous dire qu'on faut, pour les éviter ces longues années d'opposition, il faut l'unité maintenant. Je suis en train de vous dire qu'on peut gagner si on fait l'unité. Je suis en train de vous dire qu'on a additionnez. Il y a le si, appuyons sur le si. Si quoi? Bah si on fait l'unité. Bah oui, mais il aura jamais mieux. Là, on est en train de discuter, là. Vous voulez mon point de vue? Mais ça se discute, là. Je pense que la gauche, elle sera disqualifiée du deuxième tour. Mais parce que il n'y aura personne de gauche. Vous projetez quelque part, c'est une autoprophétie. Ah, mais pas du tout. Mais moi, je pense que la gauche d'aujourd'hui, elle est incapable de Je vous entends, monsieur. Mais moi, je vous dis que c'est possible que ça se joue dans les 24 heures, dans la semaine, dans la semaine prochaine. Il faut que ça se joue avant le 17 mars. Parce que le 17 mars, c'est le dépôt des candidatures. Par conséquent, jusqu'au 17 mars, laissez-moi non seulement l'espoir, mais laissez-moi appeler tous les gens. Il y a non, c'est pas un rêve. Il y a des pétitions qui circulent. Il y a des centaines de milliers de gens qui les signent. Vous allez voir que les gens vont se lever. Et c'est à eux d'interpeller. Le problème, c'est que Hamon n'est pas un candidat. Et c'est l'effet pervers des primaires. On le voit bien à gauche comme à droite. C'est que Hamon n'est pas un homme de rassemblement. Mais pour l'instant, il incarne la jeunesse. Voilà, il a quel âge jeunesse parce qu'il a 49 ans. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Les jeunes qui distribuent les jeunes. Attendez, le problème de Hamon, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui, et il a peut-être l'être, n'est pas un candidat du rassemblement. Il n'arrive pas à rassembler. Excusez-moi, je termine. Puisque vous aimez Mitterrand, rassembler sa famille politique, c'est le préalable pour gagner une élection. Il ne rassemble pas sa famille politique, la famille socialiste. Et vous êtes en train de nous expliquer qu'il peut incarner une gauche rassemblée qui irait jusqu'à Pierre Laurent. Ça semble improbable. Je vais même vous dire. Qui rassemble déjà les socialistes. Si à rassembler la gauche, il réussira encore mieux à rassembler la famille socialiste. Parce que tout le monde se dira, il a de l'autorité, il a réussi à faire ça. Et même, vous verrez Manuel Valls venir faire campagne. Parce que vous aurez tous les socialistes François derrière. Hollande, vous demandez à François Hollande de soutenir Benoît Hamon. Si Benoît Hamon réussit l'unité avec Mélenchon, tout le monde viendra. Et la dynamique, elle sera extraordinaire. Et on sera au premier tour. Et je ne rêve pas. Parce que je suis en train de me battre. Et je dis aux gens, battez-vous partout. Ne baissez pas les bras. Vous demandez à François Hollande de soutenir Hamon? Ne croyez pas, hein. Mais évidemment, il faudrait qu'il le fasse. Vous croyez voter Hamon et finalement Hollande soutient Hamon? Vous croyez qu'avant le 23 avril, dans une dynamique de campagne unitaire, Stéphane Le Foll va continuer à dire, j'hésite avec Macron? Tandis que s'il n'y a pas de candidature unitaire, Stéphane Le Foll, à la fin, est peut-être, hélas, injustement contre la discipline de son parti, contre ses propres propos, il dira j'incline vers Macron. Le problème de fond, il y a eu 81, mais vous vous souvenez, il y a eu 83. Et avec les socialistes, avec la gauche, ça se passe toujours de la même manière. Voilà le problème. Monsieur, vous savez que je préfère 80 à 83. Mais je le sais. Et je pense qu'on peut continuer dans une... Et en 83, lorsque Pierre Morvan est allé voir Mitterrand, lui a dit il faut rester dans l'Europe. Et faut voir la purge qui a eu lieu en 83. Monsieur, je vous entends très bien. Il y a une politique plus à droite qu'à la droite. Je vous entends très bien, mais nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Personne ne peut doit nous imposer l'austérité. Parce que c'est l'austérité qui nous plombe, c'est l'austérité qui fait le chômage, c'est l'austérité qui fait l'inégalité des richesses, c'est l'austérité qui fait le malheur dans les banlieues, c'est l'austérité qui fait que les gens se sentent pas bien. Moi, je veux que les gens se sentent bien. Et ça sera mieux qu'en 1981 et en 1997. On ira vers les 32 heures. On ira. Moi aussi, je veux faire rêver. Je veux un Vous croyez ça fait rêver les 32 heures? Bien sûr, moi aussi. Ça fait rêver qui, les 32 heures? 6 millions de chômeurs. Parce que pour moi, c'est du boulot. C'est le travail qui fait rêver. C'est pas les 32 heures. Les 32 heures, c'est le boulot. C'est le boulot. Tandis que quand les gens travaillent 50 heures, il n'y a pas de chance que le gars qui est au chômage, il trouve du boulot. Donc il faut partager le travail. Sinon, il n'y a pas de boulot pour les chômeurs. Et voilà. Quel autre pays que c'est faux parce que c'est le monde rêvé des bisounours. Quel autre pays que la France? Je veux un avenir. Attendez, quel autre pays que la France? Quel autre pays que la France dans le monde a mis en place ces 35 heures pour tous? Ils sont à 30 heures. 35 heures pour... Non, attendez, 35 heures pour tous. Je vais vous dire, la Suède, ils sont à 30 heures. Pour tous? Mais bien sûr. Excusez-moi. Ils travaillent tous dans ce sens. Et je vais vous dire quelque chose de plus. Un jour, ça sera 28 heures.
et un jour 24 heures, parce que la numérisation le permet. Parce que la numérisation, c'est pas la suppression d'emplois, c'est la création d'autres emplois. Et donc, en vérité, au fur et à mesure qu'on fera des progrès du point de vue du développement technologique, il faudra partager ce travail. Parce que sinon, qu'est-ce que vous aurez? Une élite qui aura du travail, et les autres ont le droit de promener le chien des salariés. C'est ça que vous voulez comme société? Moi, je veux pas cette société. Je veux que tout le monde travaille 32, puis 28 heures, puis 24 heures, au fur et à mesure qu'on développe les technologies qui le permettent. Et je veux que ce partage du travail s'opère avec le partage des richesses. Vous voyez, je suis un vrai socialiste. Du travail, tout le monde fait le même boulot. Je suis un vrai socialiste. De la même façon. Mais non, monsieur, ça va pas. Qui dit ça? Qui dit ça? Les mêmes horaires, oui. Les mêmes horaires, oui. Parce que les mêmes horaires, c'est la base. Mais les mêmes horaires, c'est la base du partage du travail. Mais c'est la vérité de la vie depuis 170 ans, monsieur. Mais non, c'est pas la vérité de la vie. 170 ans, moi, 70 heures par semaine. Mais vous, oui, peut-être. Attendez, excusez-moi, pour la majorité. Je suis pas dans votre. Vous n'êtes pas salarié. Vous n'êtes pas salarié. Vous n'êtes pas salarié. Non, mais du coup, je suis pas dans votre projet de société. Mais si, je vais vous dire deux choses. 93% des actifs sont salariés. Je parle d'abord pour cela, si vous permettez, parce que c'est le grand nombre. Et ceux-là, ils sont passés de 40 heures à 35 heures en 70 ans. Et en même temps, on a produit plus, on a doublé le nombre d'emplois, on a gagné plus, en même temps qu'on passait de 40 heures à 35 heures. Et si on a 6 millions de chômeurs aujourd'hui, c'est parce qu'on est en retard. C'est parce qu'on est en retard. Vous oubliez juste, on a plombé l'économie française. Mais pas du tout. On a perdu de la compétitivité. Pas du tout. L'année 2000, l'année des 35 heures, c'est la meilleure année dans les annales sociales de l'histoire du pays. Parce que c'était pas lié aux 35 heures, c'était la croissance économique. C'était pas lié au quoi. Mais monsieur, on a fait 400 000. Ça, c'est une légende. Je connais cet argument, mais c'est une légende. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la croissance égale en l'an 2000, on a fait 400 000 emplois de plus que les autres. À l'époque, effectivement. On a fait 400 000 emplois de plus que les autres grâce aux 35 heures. Les autres, on a créé la croissance était partout. On a créé des emplois publics. Mais c'était pas seulement des emplois publics. Et encore, méprisez pas les emplois publics. Pas du tout, parce que moi, je regrette qu'on n'en ait pas fait 200 000 dans le dernier quinquennat. Au lieu de donner 41 milliards aux patrons qui n'en ont rien fait, sauf les placer dans les îles Caïmans et à Panama. Vous restez avec nous, Gérard Filoche. Avec plaisir. Ouvrir le Grand Prix de l'Élysée. Les grandes gueules. Je serai candidat. Le Grand Prix de l'Élysée. 400 000 emplois de plus. Au Grand Prix de l'Élysée, la France attend de savoir ce que va faire François Bayrou. Il doit faire une conférence de presse demain. François Bayrou, dont on apprend, le président du MoDem, qu'il a rencontré, paraît-il, ou ses équipes ont rencontré Emmanuel Macron. Oui, visiblement, il y a un rapprochement entre Bayrou et Macron. Les deux hommes seraient en train de discuter ferme. Il y a eu un premier dîner en juillet 2016, révélé par Le Point. Et puis ensuite, ils ont décidé de se revoir. C'était la semaine dernière. Alors non plus pour faire connaissance, parce que maintenant ils se connaissent, mais peut-être pour se rapprocher. Alors en jeu notamment les circonscriptions, parce que vous le savez, après la présidentielle, il y a législative. Et peut-être que Bayrou veut négocier des circonscriptions s'il se rallie à Macron, ou peut-être tout simplement il sera candidat, et ça on le saura demain après-midi à 16h30. Bayrou candidat, ce serait la 4e fois, Gérard Filoche. Il avait déjà dit de Macron que c'était un hologramme. Maintenant il le rend compte et il va se fusionner. Ensuite après c'est le triangle des Bermudes à eux deux. On va les perdre parce que Macron est en train de s'effondrer. Vous regardez le côté prédicateur évangéliste, ça marche pas ce truc-là. Les gens regardent de plus en plus ce qui se passe. Alors la partie de la salle avec les ambianceurs et les caméras qui vont dessus, et puis de l'autre côté les gens venus normalement qui restent les bras croisés en se disant qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il parle avec un algorithme. Alors vous avez toutes les phrases dans le sens inverse, dans un autre, dans un sens, il n'y a jamais rien. Vous avez une mélopée comme les prédicateurs américains, et à la fin vous savez pas quel est le niveau du SMIC. C'est ça Macron. Alors ce qui compte pour les gens, c'est le niveau du SMIC. C'est pour ça qu'il va planter. Et il a commencé à planter, et les contradictions qu'il a d'un discours à l'autre, d'un truc à l'autre, dans son livre, ce qu'il a écrit. Le gars qui a osé écrire un livre Révolution. Enfin, qui croit que Macron va faire une révolution? Macron, il est l'agent des banques, alors, du MEDEF. Bayrou, et Macron, je lui pose une question. Mais pareil, je ne sais pas pourquoi Bayrou va voir Macron de son point de vue. Parce que Macron, la question qui va lui arriver en plein dans la figure, c'est d'où vient l'argent? Il est à Londres, tiens, aujourd'hui, Emmanuel Macron. Alors, il fait un repas de tête à combien? À 20 000 € la tête? Comme au Liban, comme à New York, comme à Francfort? Et alors, l'argent est sale, non, l'argent n'est pas sale. S'il vous plaît, moi, j'ai ma retraite. Tous les gens ont une retraite. La moitié des gens gagnent moins de 1 700 €. Et vous croyez qu'ils peuvent admirer longtemps un gars qui joue comme ça avec l'argent? On n'est pas des adorateurs de l'argent, nous. Quelqu'un qui a bien on veut partager les richesses, on veut pas que ça soit un riche qui nous prenne tout. Mais partager les richesses, faut en créer. Et je vais vous dire quelque chose. Dites à monsieur Bayrou quelque chose. C'est que sur un point, Macron est plus à droite que Le Pen et Fillon.
Parce qu'il a dit qu'il allait prendre toutes les cotisations sociales, lui. Pas une partie, pas 20 milliards, pas 100 milliards. Il a dit qu'il allait supprimer tout le salaire brut et qu'à l'avenir, la protection sociale serait payée par l'impôt. C'est-à-dire qu'au lieu d'être payée par le capital, par le biais du salaire, elle sera payée par les salariés, par le biais de l'impôt. C'est le plus grand hold-up contre-révolutionnaire qu'on puisse envisager et c'est Macron qui le propose. Alors, lisez son livre, écoutez quand il parle, parce que plus on va l'écouter, plus il va chuter. Jacques Bayrou, tu y crois, candidat, une nouvelle fois? Ah ben, écoute, il a sorti un excellent livre. Résolution. Lui, c'est pas Révolution, c'est Résolution française. Moi, franchement, il a déjà été candidat 3 fois. Je vois pas ce que Bayrou va apporter dans le débat. De toute façon, à mon avis, il aurait intérêt à faire un accord avec Macron. Enfin, à mon avis, c'est une bataille d'ego. Je pense qu'à mon avis, au final, je pense que l'ego risque de l'emporter. Mais je suis pas sûr, là. Il a envie d'y aller, quand même. Il a envie d'y aller, mais quand même, il y a un petit risque financier aussi. Puis si jamais, quand même, à chaque fois, il descend, hein. Il a fait un bon score en 2007. Il a fait moins bien en 2012. Il a fait moins bien en 2012. Il va faire moins bien en 2017. Je pense qu'il va y aller, hein. Mais il n'est pas capable de prendre des positions claires. Hein. Il ira plus vers Macron, ça j'en suis sûr. Ah ouais. Bah, c'est un centriste. Ah, et il n'y a pas de centre, alors c'est foutu d'avance. Voilà. Tiens, avec la gauche et la droite. Au Grand Prix de l'Élysée, vous allez écouter un candidat à gauche, très à gauche, peut-être plus à gauche que vous encore, Gérard Filoche. Moi, je suis social-démocrate modéré. C'est Philippe Poutou du NPA, nouveau parti anticapitaliste, qui peste après la collecte des parrainages. On approche de la barre des 300. Exactement, pareil, on peut pas trop vous dire parce que les équipes sont sur le terrain, on fait remonter les formulaires comme on peut. En fait, on est dans un système de filtre profondément antidémocratique et qui est un système aussi de pression divers et variés. Donc les maires aujourd'hui à la fois ont plutôt tendance à rejeter tout ça, à rejeter même l'idée de parrainer parce qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol des scandales à répétition, ras-le-bol du monde politicien, ras-le-bol de la corruption. Et oui, il fait sa collecte de parrainage. Il a du mal parce qu'en plus il y a un petit décalage dans le temps là. Didier, 5 jours. Ouais, de 5 jours. Écoute, moi, je pense que cette histoire de parrainage, le fait que ça soit public, ça pose un problème quand même, quoi. Ah oui. Ouais, je pense qu'il y a plein de maires ruraux, entre autres, que si on était dans l'anonymat le plus total, ils favoriseraient, même si c'est pas leur idée, mais ils favoriseraient des pressions, sinon la pluralité. Et en même temps, de l'autre côté, je suis partagé. Est-ce qu'il y a des candidatures qui servent à quelque chose, quoi? Celle de Poutou? Bah, par exemple. C'est quand même un courant politique qui existe et je suis pour qu'il ait ses signatures. Ça, et on a la même Nathalie Arthaud aussi. Nathalie Arthaud aussi. Ils disent la même chose. Je vous signale qu'en 2002, ils avaient 11,5% des voix. C'est pas quelque chose qui est inexact, de la même façon que s'il y avait un partage des circonscriptions, s'il y avait un partage des circonscriptions, on devrait faire attention, comme à la proportionnelle, pour qu'ils aient 1 ou 2 candidats députés, parce que ça serait utile à tout le monde qui puisse s'exprimer à l'Assemblée. Jacques, ce système de parrainage, alors il change chaque fois. Maintenant, effectivement, c'est public. Moi, je trouve que c'est très bien que ça soit public. Pourquoi? Parce que je pense qu'un peu de transparence, ça fait pas de mal. Non, et puis je pense que ça permet maintenant à un maire, finalement il débat avec son conseil municipal, c'est quand même une décision de l'équipe, je trouve ça très bien. Gérard Filoche, merci d'être passé par les GG, le grand oral des GG. Vous remercie. Merci bien. Dans un instant, on se retrouve en direct. On est épuisé quand il vient, Gérard Filoche. C'est surtout que moi, j'adore croiser Victor Hugo en personne et Zola réincarné dans le même homme. Mais Zola, c'est quel compliment vous me faites. C'est sympa. Dans un instant, Zola, c'est tous les jours que je l'ai vécu pendant 30 ans que j'étais inspecteur du travail. J'ai vu 14 accidents mortels, j'ai vu les gens souffrir au travail, j'ai vu des choses absolument terribles et je suis un fils d'ouvrier, j'ai été ouvrier, j'ai travaillé 14 ans tous les métiers. Et je connais Zola, c'est pas le passé, c'est le présent. La terre, la terre, si vous voulez. Relisez la terre et l'argent aussi, on le dédicacera à Macron, à Fillon et à Le Pen. Dans un instant, le GG et vous.